Est-ce que vous comprenez la langue roumaine? Ah non, c'est pas ça mon talk, c'est la méprise des humains sur les comportements. Autrement dit, comment, lorsqu'on analyse le comportement qui nous entoure, eh bien, des fois, ça nous mène à certaines désillusions. Quand je dis comportement, tout simplement, c'est une action observable d'un individu. Je vais vous faire un petit saut, c'était un comportement assez simple à regarder et à analyser. Durant mon talk, je vais vous poser plusieurs questions, mais vous n'aurez qu'à répondre dans votre tête, pas la peine de crier ou de lever la main. Et pour commencer, on va aller avec la plus large échelle possible lorsqu'on analyse les comportements, c'est celle des animaux. Et pour cela, je vais tester vos capacités d'analyse. Observez cette photo de macaque japonais. Maintenant, voici 3 expressions qui décrivent des comportements. Je vais vous demander de choisir dans votre tête l'expression qui, selon vous, correspond le mieux à la photo. Est-ce que ces animaux se reposent, montrent leur force ou se font un câlin? Ceux qui pensent au repos, vous avez une description qui se rapproche le plus de celle d'un éthologue. Ceux qui ont pensé aux 2 autres expressions, vous avez une description qui se rapproche le plus de l'animal psychology, parce que vous faites de l'anthropomorphisme. Et là, je viens de vous dire 3 termes hyper importants. Éthologie, animal psychology et anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des non-humains. Par exemple, quand vous voyez les phares d'une voiture et que des fois on a l'impression que c'est des yeux, et que certaines voitures elles ont l'air méchantes et que d'autres non, ça va, elles ont l'air un peu plus connes, eh bien c'est de l'anthropomorphisme. Pareil, si vous voyez un animal qui pleure et que vous allez lui associer des émotions de tristesse, c'est aussi de l'anthropomorphisme. Alors, l'éthologie et l'animal psychology, c'est 2 méthodes qui vont analyser le comportement des animaux. L'éthologie, elle va bannir tout usage d'anthropomorphisme, tandis que l'animal psychology va l'utiliser ouvertement. Et c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. C'est un peu ce qu'on fait, par exemple, si vous caressez votre chat, et puis votre chien arrive pour aussi demander des papouilles, donc vous vous dites facilement que votre chien est jaloux de votre chat. Démarche d'animal psychology. Et pour illustrer à quel point la distinction est notable entre ces 2 méthodes, surtout entre l'éthologie et l'anthropomorphisme, je vous propose un nouvel exercice. Ça va demander un peu d'imagination parce que je vais vous résumer en 2 images ce qui se passe dans une vidéo. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et protégée par des droits d'auteur, on y voit un jeune alligator qui ressemble à peu près à ça. Il est hyper cute. Ce jeune alligator, il est posé sur une table qui est assez haute. Au niveau de sa hanche, il est maintenu par un gardien de zoo. Donc le gardien de zoo va maintenir au niveau de la hanche l'alligator, et avec son autre main, il va lui brosser les écailles. Il lui brosse le dos, il lui brosse le cou, et en réaction, l'alligator il va pas bouger de la table, mais il va émettre ce comportement. Alors là, première question, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit un sourire, ou alors on voit une gueule ouverte et des yeux fermés? Peut-être que maintenant vous êtes un peu briefé et que vous avez envie de me dire la deuxième option, mais je vous assure que si vous voyez cette vidéo pour la première fois, vous allez tout de suite vous dire « c'est trop mignon, le crocodile, il sourit ». En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Et maintenant, deuxième question. Comment on interprète ce comportement? Est-ce que l'alligator apprécie ou n'apprécie pas? Alors, je peux vous dire que si vous voyez cette vidéo, vous vous dites qu'il sourit, et vous vous dites aussi que l'alligator, il kiffe. Il kiffe de ouf ce qui est en train de se passer. Et ça va mener à des commentaires comme ceux-là, à gauche, Alt qui nous dit qu'il ne peut pas croire qu'il est en train de regarder un alligator sourire avec autant de bonheur. Ou alors Hugo qui retrouve espoir en l'humanité grâce à cette vidéo. C'est une folie. Mais d'autres personnes, elles vont être un peu plus lucides et vont prendre un peu plus de recul sur la situation, comme Thomas qui va nous dire que cet alligator n'est pas heureux. Ouvrir sa gueule et fermer ses yeux, c'est plutôt un signe d'agressivité et de peur. Et il y a même Rata qui prend encore plus de recul que ça et qui nous dit qu'il reste juste un stimuli. Merci Rata, ça n'avance pas du tout le débat. Et qu'en est-il vraiment? Eh bien, vous avez de la chance, mes petits vénards, parce que j'ai demandé aux spécialistes, au centre spécialiste des crocodiles, qui m'ont effectivement dit qu'une gueule ouverte et des yeux fermés chez un alligator, c'est plutôt un signe de stress. Cependant, il y avait plusieurs autres indices qui montraient que l'alligator n'était pas particulièrement stressé. Donc, il ne pouvait pas conclure. Et c'est là toutes les difficultés. Déjà, c'est hyper dur de conclure sur un état subjectif que nous, humains, on ne pourra jamais vivre. Il n'y a que l'alligator qui peut le vivre. Ensuite, c'est que ma vidéo
que j'ai trouvées et les photos que je vous ai montrées, elles manquent beaucoup de contexte. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ça se trouve, l'alligator il a été beaucoup manipulé, ce qui fait que quand il arrive sur la table et qu'on le filme, il est crevé, il arrive à rien faire à part ouvrir sa gueule et fermer les yeux. Enfin, dernière chose, c'est un animal qui vit en captivité. Et un animal qui vit en captivité, d'après cette étude en haut, un alligator qui vit en captivité va émettre beaucoup moins de comportements que son collègue qui vit à l'état naturel. Vous voyez donc là notre première méprise du comportement. On a du mal à analyser ce qui n'est pas humain. Et mal connaître ces animaux, leurs besoins et leurs comportements, ça peut s'avérer dangereux. Dans cette seconde étude, elle nous décrit certains chiffres. 1,4% des reptiles, non, c'est pas ça, 1,4% des animaux de compagnie au Royaume-Uni sont des reptiles. Sur ces 1,4%, les 3/4 meurent la première année. On se rend bien compte qu'il y a donc une mauvaise compréhension de ces animaux, peut-être qu'on ne comprend pas très bien leur comportement, mais ça peut aussi être dangereux pour les humains. Il y a une femme indonésienne qui vivait avec son python de compagnie. Elle et son python dormaient des fois ensemble, et un jour, cette femme s'est rendue compte que le comportement de son python avait changé. Il n'était pas comme d'habitude, il était particulièrement agité, et en plus, il avait cessé de se nourrir. Alors, elle eut l'intelligence d'aller voir un vétérinaire qui lui a annoncé la triste nouvelle. Son python, il n'était pas triste ou en dépression, il était tout simplement en train de jeûner pour pouvoir bouffer sa propriétaire. Petite douche froide. De toute façon, tout ce que je viens de dire au niveau des reptiles, c'est aussi le cas pour les autres familles d'animaux. On se rend bien compte chaque année, avec toutes les attaques de chiens, que même ceux qu'on côtoie tout le temps peuvent être dangereux et imprévisibles. Mais bon, je pense que vous en doutiez que humain et non humain, on n'est pas fait de la même manière, c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à analyser les comportements. Et qu'en est-il de nos confrères? Est-ce que l'espèce humaine n'a plus de secret pour nous? Eh bien, même là, ce n'est pas le cas. Après, vous vous en doutiez, vu comment j'ai tourné ma question. Mais laissez-moi détailler ma pensée. Notre histoire évolutive nous a amené à bien décrire le comportement de nos congénères afin de faciliter les relations sociales. Donc on peut se rassurer quand même, pour analyser le comportement de notre voisin, on reste quand même doué, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'arriverait pas à construire tout ça parce qu'on n'arriverait pas à se coordonner par exemple. Et ce qui fait aussi qu'on arrive bien à juger. On fait de bons jugements quand même. Si vous voyez une personne qui pleure, donc elle est triste, donc on la console. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ce jugement, ça peut être utile pour plein d'autres choses. Ça peut être utile pour plein d'autres choses et je suis en train de réfléchir pour vous dire ce que je voulais vous dire. Ça peut être utile pour décrire aussi la personnalité qu'a quelqu'un, parce qu'on ne va pas associer une personne qui a une seule émotion. Elles ont toutes une personnalité riche et complexe, voire, comme dirait le psychiatre Jung, une persona. Une persona, c'est la part de la personnalité qui est utilisée pour organiser notre relation avec la société. C'est un peu comme la théorie des masques de la personnalité qu'on va mettre selon le contexte. Et cette théorie, elle fait en sorte qu'on va avoir une image mentale plus ou moins précise des personnes qui nous entourent, parce qu'elles vont arborer un masque différent selon le contexte, ou elles ne vont pas exprimer le même persona. Et ça, c'est aussi le cas pour les personnalités publiques. C'est aussi le cas, et c'est surtout leur cas, parce qu'il y a un filtre qui existe, c'est le filtre des médias. Et les personnages publics, à chaque fois qu'on a des informations sur eux, ça passe par un média quelconque. Que ce soit pour Clara Luciani, Kanye West ou Lady Gaga, c'est la même chose. Et nous voilà avec notre seconde désillusion, j'ai nommé les relations parasociales. Une relation parasociale est à sens unique. C'est quand vous avez l'impression qu'un personnage fictif ou qu'une personnalité connue est votre ami ou votre amoureux, amoureuse. Par exemple, moi j'étais amoureux de Jasmine dans Aladdin quand j'étais petit. On pourrait donc penser que les relations parasociales s'estompent après l'enfance, mais ce n'est pas le cas. C'est même assez remarquable avec notre génération et notre époque, grâce ou à cause des influenceurs de YouTube, TikTok, Twitch ou Instagram. Mais pourquoi? Pourquoi les célébrités d'aujourd'hui mèneraient à plus de relations parasociales? Pourquoi, d'après une étude de 2015 menée par Google, 4 millénials sur 10, les millénials sont les personnes nées entre 80 et 97,
4 millénials sur 10 abonnés à une chaîne YouTube pensent que leur youtubeur préféré les comprend mieux que leurs propres amis. Eh bien, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, la personne qui va apparaître dans la vidéo, ce sera celle qui aura fait tout le processus créatif de A à Z, de la production jusqu'à la publication. Et c'est ce qui va être différent que dans les émissions de télé, où ça va être de grandes chaînes qui vont contrôler avec un but bien précis ce qui va passer sur le plateau. Et nous, on adore ça. Notre génération, elle adore ce petit lien influenceur-influencé. Et ces influenceurs, ils l'ont bien compris. Et ils vont nous vendre quelque chose de très, très précieux. Ils vont nous vendre de l'affect. Ils vont nous vendre de l'authenticité. Ils vont nous vendre de l'intimité. C'est tellement intime qu'il est quand même possible de regarder un streamer dormir sur Twitch, donc une vidéo en direct, et c'est ce qui va faire que les relations parasociales, elles sont exacerbées. Et on va vraiment avoir l'impression de bien connaître notre influenceur préféré. Cette illusion, elle peut être dangereuse. Outre le fait que des fois, lorsqu'on va rencontrer un humoriste de la rue, on va se rendre compte qu'il n'est pas aussi foufou et pas aussi drôle que dans ses vidéos Insta, ou que lorsqu'une influenceuse cosmétique ou dans la mode va promouvoir un produit très controversé ou relayer une fake news, il y a les gros scandales. Les gros scandales, les bonnes douches froides, celles qui peuvent mener au pénal. On pourrait penser au mouvement Balance ton youtubeur, qui était une réaction au hashtag MeToo et au hashtag Balance ton porc, et dans le domaine de YouTube. On pouvait voir des personnalités, des noms de personnalités circuler, parce qu'ils auraient commis des agressions sexuelles, du harcèlement, voire pire. Et ça, c'est arrivé à mon influenceur favori. C'était après la période de Balance ton youtubeur, mais des accusations ont été portées à son égard, et le jour où je l'ai su, je peux vous dire que j'ai été bien refroidi, et aujourd'hui, je n'arrive plus à regarder ses vidéos. Et bien sûr, quand on aime quelqu'un et qu'on le suit tous les jours, on ne se doute pas de ce qui peut passer derrière l'écran quand il n'est pas allumé. La déception, la trahison ressentie peut être aussi grande que lorsqu'il s'agissait d'un ami. Et certaines personnes peuvent même tomber en dépression parce qu'elles étaient particulièrement sensibles ou fans de l'influenceur. Mais bon, les relations parasociales, il n'y a pas que du mauvais. Elles permettent à certaines personnes d'assouvir certains besoins sociaux en offrant une certaine relation ou à d'autres personnes d'avoir des habitudes un peu plus vertueuses. Mais bon, rappelons-nous quand même que les influenceurs, même s'ils ont l'air hyper authentiques certaines fois, eh bien, ils jouent un rôle, ils expriment une persona, ils portent un masque. Mais s'il y en a bien qui ne peuvent pas nous la mettre à l'envers, nous la faire à l'envers, pardon, qui ne peuvent pas nous entourlouper, c'est bien nos amis et notre famille, non? Eh bien, vous connaissez le dicton, même là, ce n'est pas le cas. Prenons le collège, le lycée, certaines personnes qui étaient très mauvaises à l'école et aujourd'hui réussissent très bien leur vie, et aussi l'inverse. Par exemple, j'avais un pote au lycée, il était hyper doué. En classe, il était toujours tout devant, à lever la main, il notait tout sur tout. Aux récréations, c'était direction, révision. Donc vraiment un gars carré, droit dans ses bottes. Et bien, à la fin de l'année, lorsqu'arrivèrent les vacances, il nous a envoyé une petite photo, un petit snap dans le groupe de classe où il était posté lui et à côté de lui un petit pochon rempli de champignons hallucinogènes. Et il allait clairement dire qu'il allait s'en servir. Donc ça nous a un peu surpris, on était très décontenancés, et puis notre vision de lui a changé à tout jamais. Mais bon, si je peux vous rassurer, aujourd'hui, je crois qu'il réussit plutôt bien sa vie. Maintenant, au niveau de la famille. Alors la famille, on se rend peut-être pas toujours compte qu'on connaît pas très bien nos parents, parce qu'on n'a pas vécu tout le temps avec eux. Il y a quand même une bonne partie de leur vie qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ils étaient avant, à notre moment. S'ils ont eu des amours, des traîtrises, s'ils allaient au Macumba, ils ont fait des bêtises. On ne sait pas tout ça. Concernant ma mère, elle a une sœur. Maman comme tata, les deux s'entendent hyperbement bien et elles sont très gentilles l'une envers l'autre. Dans la famille du côté de ma mère, tout le monde a encore une fois l'air de bien s'entendre et la famille a l'air de vivre un long fleuve tranquille. Donc moi, quand je suis arrivé à la naissance et que j'ai pris conscience de moi-même, ils étaient 4. Sauf que j'ai appris plus tard qu'il y avait 2 enfants qui n'étaient jamais parvenus jusqu'à moi et qu'ils n'étaient pas 4 mais 6 dans la famille de base. Donc je me suis rendu compte que cette famille, elle a rencontré de grandes difficultés, de grandes étapes dans leur vie et qu'ils sont encore là aujourd'hui. Donc bravo à eux. Maintenant, du côté de mon père, sujet bien plus léger, je vous rassure. Mon père, c'est quelqu'un de très sérieux.
Très sérieux. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est quelqu'un de très bosseur. Il travaille beaucoup, beaucoup et tout le temps, et il m'a toujours dit, fiston, l'école c'est important dans la vie, donc vas-y à fond. Donc forcément, je me suis dit que papa, quand il était plus jeune, il a toujours bossé, vraiment quelqu'un de sérieux. Mais non, c'était pas le cas, parce que même si soi-disant les profs l'adoraient, il a redoublé 2 fois durant sa scolarité, la 5e et la terminale. Et au niveau de la terminale, son bac de maths, il n'a pas très bien réussi. Il a passé 4 fois, parce qu'à chaque fois, il y avait des rattrapages. Il a eu 1 la première fois, puis il a doublé son score, puis il a eu 5, puis il a eu 6. Il a fini par avoir son bac quand même, et après ça, il a fait 2 premières années de fac de sport, qu'il a du coup raté. Après ça, il a fait une autre année un peu perdue, pour qu'au final, aujourd'hui, il a fait de l'infirmerie et il réussisse très bien sa vie. Et donc là, je me suis encore une fois rendu compte que papa, il a connu beaucoup d'échecs dans sa vie et que c'est quelqu'un de fort d'avoir réussi à surmonter ses épreuves et d'être là aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qu'on ne se rend pas toujours compte avec nos parents, c'est qu'ils portent eux aussi un masque, le masque parental, et on ne sait pas comment ils sont des fois avec leurs amis ou au travail. Et tout ce que je viens de vous dire au sujet de la famille, c'est aussi valable avec les amis. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur nos potes parce qu'ils sont toujours pleins de surprises, on vit pas toujours avec eux. Et c'est une citation qui va très bien résumer notre dernière désillusion que je viens de vous énoncer, c'est celle-ci. « L'autre est un infini qui échappe à ma maîtrise » de Lévinas en 61. C'est très très joli. Vous aurez donc peut-être compris durant mon talk que l'humain, il adore se mettre à la place de l'autre. Il adore savoir ce qui se passe dans cette petite tête, même si c'est des animaux. Et peut-être que je vous ai un peu rabâché, qu'on se trompait souvent, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, gna 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 gna. Sauf que non, vous êtes quand même doués. Un jour, mon prof d'anglais m'a dit, en tout cas à toute la classe, « Est-ce que vous comprenez la langue roumaine ?» Alors on a été hyper surpris, on ne savait pas où il voulait en venir, et il nous a passé un audio qui ressemblait à peu près à ça. Lasă-mă pe mine! Lasă-mă pe mine! Lasă-mă pe mine! Dar lăsați-mă odată și pe mine! Uite, eu când văd că lucrurile nu merg bine și când văd că în casă ne lipsesc cele care ne trebuie... Même si vous n'avez pas compris le sens des mots, je pense, à part pour ceux qui parlent le roumain, vous aurez compris certaines choses, vous aurez compris les émotions. Il y avait des personnes qui étaient en colère au début quand même, on l'entendait, la voix était forte, puissante, des femmes et un homme, et ensuite la voix était plus douce dans une seconde partie. Une personne parlait rapidement avec une voix légère, comme si elle était admirative ou excitée de quelque chose. La langue est différente, mais l'émotion est évidente. Et ça, c'est aussi pareil pour les animaux. Un chien qui aboie, un lion qui rugit, un serpent à sonnette qui fait vibrer sa queue. On sait qu'il y a danger, donc on s'en méfie. Le langage est différent, mais l'instinct nous guide. Nous pensons donc que nous savons beaucoup de choses sur les comportements, mais nous ne les connaissons qu'en partie. Ainsi, ne jugeons pas trop vite l'action de l'autre, ne nous berçons pas d'illusions. Merci de votre attention.